à une nouvelle leçon pour le cours pour programmeurs en Java intitulé Introduction à la programmation avec XML. Alors tout de suite le menu. On va voir tout à fait au début la syntaxe XML, les syntaxes XML. Les API JAXP, donc Java API for XML Parsing. Et on va voir le SAX, les bases du SAX. Alors, la syntaxe XML. Alors, les éléments d'XML. Alors, les documents XML doivent être well formed, c'est-à-dire qu'ils doivent être bien formés et bien avoir des commandes qui sont bien structurées. Donc, si ce n'est pas le cas, vous risquez d'avoir des erreurs. Tout élément doit avoir un tag de début et un tag de fin. Et là, vous vous rappelez, lorsqu'on a vu le langage HTML, que le langage HTML était un ensemble de tags ou de balises. Il existait des tags simples et des tags doubles. Alors, dans le cas de l'XML, tous les tags sont doubles. Si vous les ouvrez, il faut absolument les fermer, sinon vous risquez d'avoir des surprises. Alors, un exemple ici, par exemple, le tag data and data. Donc, vous voyez la possibilité ici, vous êtes obligé d'ouvrir le tag et de le refermer. Alors, on peut employer une abréviation dans le cas où l'élément est vide. Parce qu'en principe, l'XML, il ne prend pas en considération les éléments vides. Non pas seulement les éléments vides, mais aussi les éléments avec accent et ainsi de suite. Il faut absolument les codifier et mentionner au langage XML que c'est vide ou que c'est un E accent ou un A accent pour pouvoir les prendre en considération. Data. Alors, les éléments doivent nidifier, la nidification nesting, les éléments doivent nidifier correctement à la différence de HTML. C'est-à-dire que l'overlap, le recouvrement, serait ambigu lorsque vous avez la possibilité d'utiliser, par exemple, un tag qui est ouvert et un tag qui est fermé. Et on le voit ici tout à fait en bas. Alors, vous avez ici le tag 1 qui a été ouvert, le chiffre 1. On ouvre un deuxième tag 2, le chiffre 2. On ferme le premier et on ferme le deuxième. Alors, contrairement au langage HTML, on va les voir ici et qui reste interdit par rapport au langage XML. Donc 1 avec le chiffre 1, 2, on ferme le 2 et on ferme le 1. Ça, on le voyait au niveau de l'HTML. Alors vous voyez qu'il y a une certaine différence entre l'HTML et l'XML au niveau des fonctionnalités et des commandes. Alors, de cette manière, le travail du parser est rendu plus facile. Alors là, je vais m'arrêter un petit peu pour vous expliquer un petit peu ce que c'est que le parser. Alors, le parser, c'est un élément qui nous aide à traiter des valeurs entrées pour pouvoir les faire correspondre à des formats par défaut. Prenons par exemple une date. Alors, si vous voulez par exemple que l'élément entrée corresponde à une date par défaut, pour que, bien sûr, le programme prenne en considération les virgules ou les deux points ou les slash qu'il va y avoir entre, par exemple, l'année, le mois et le jour, il faut absolument appliquer un parsing. Alors maintenant, le parsing, pour pouvoir l'éviter, parce que le fait d'utiliser le parsing va nous consommer énormément de temps. Alors, si vous formatez correctement votre texte, vous allez éviter de faire ce parsing-là. Parce que maintenant, au niveau du passage, si vous voulez de la compilation de votre programme, automatiquement, si vous avez bien utilisé vos tags correctement, vous n'avez nul besoin de parsing. Alors maintenant, si vous ne le faites pas correctement, à ce moment-là, le parsing doit intervenir pour pouvoir adapter ce que vous avez écrit à ce qu'il y a réellement au niveau des paramètres par défaut. Il ne doit exister qu'un seul élément racine, le root, au niveau du langage XML. Alors maintenant les attributs. Alors les attributs doivent être inclus entre des guillemets simples ou doubles. Et ça c'est très important parce qu'au niveau de l'HTML, on avait la possibilité de ne pas utiliser des guillemets. Alors qu'au niveau de l'XML, c'est obligé de pouvoir utiliser les guillemets. Alors on voit l'exemple ci-dessous. Alors font size est égal à 12 par exemple, entre guillemets, et puis font test avec le slash font. Alors, en HTML, ce qui était permis, on pouvait écrire font size est égal à 12
font test et puis slash font tout à fait à la fin, sans avoir à mettre les guillemets au niveau bien sûr de votre balise ou l'attribut de votre balise. De cette manière, le travail du parser est rendu plus facile. Là aussi, maintenant, si vous mettez des guillemets, le parser ne va pas travailler. Maintenant, si vous ne faites pas de guillemets, automatiquement, vous allez rendre la tâche difficile au compilateur, au parser, pour pouvoir, bien sûr, adapter le chiffre que vous avez écrit et pour le faire correspondre à la commande et à l'attribut que vous avez saisi. Alors, nom des éléments. XML et case sensitive. Ça veut dire quoi, case sensitive? Ça veut dire qu'il faut faire très attention à la casse. C'est quoi la casse? C'est le fait d'avoir des majuscules, des minuscules, et on va le voir ici. Name en minuscule n'a rien à voir avec name, avec N majuscule, et avec name, le tout en majuscule. Ce sont trois attributs différents au niveau de l'XML. Donc encore une fois, faites très attention au niveau de l'XML. Il fait bien sûr la différence entre les majuscules et les minuscules. Cette règle aussi permet d'optimisation d'un parser. Parce que maintenant, si vous vous trompez au niveau de la saisie, vous allez faire sûrement appel au parser qui doit adapter ce que vous avez saisi au niveau des paramètres qui existent par défaut. Alors, un exemple complet, on va le voir tout de suite. On va voir un exemple, par exemple, en XML. Donc, vous avez tout à fait au début la spécification de la version ainsi que l'encoding, c'est-à-dire le codage que vous allez utiliser, le stand-alone aussi. Alors, et vous avez des balises, bien sûr, des tags. La première balise et sa fermeture. Vous avez une deuxième balise et sa fermeture. Une troisième balise publisher et sa fermeture, la balise classification et sa fermeture, et là ce n'est pas une balise, au contraire, c'est un commentaire que vous insérez au niveau de votre programme. Et là aussi, c'est une chose qui reste comme l'HTML. Au niveau de l'HTML, si vous voulez qu'une page, ou pardon, une ligne n'apparaisse pas, il faut absolument bien sûr la délimiter entre le signe inférieur, avec un point d'exclamation et deux tirets, et la même chose à la fin pour pouvoir spécifier que c'est un commentaire qui ne doit pas être pris en considération lors de la compilation. Alors, les parties d'un document XML, comme n'importe quel langage de programmation, tout langage de programmation a des parties. Peut-être une partie déclaration, le corps du programme, le programme principal, les procédures. Alors là aussi, au niveau de l'XML, de ce document-là. La première partie, c'est la partie déclaration. Elle est optionnelle, mais elle est recommandée, parce qu'il y a plusieurs déclarations à faire. Vous avez les informations sur la version que vous allez utiliser. Ça doit absolument apparaître au niveau de votre programme. Et des informations sur l'encoding, la codification que vous allez utiliser. Alors toujours au niveau des parties d'un document XML, et vous avez besoin d'informations sur le stand-alone. Généralement, on met toujours à oui le stand-alone, à yes. Et bien sûr, les éléments avec lesquels vous allez travailler, plus les attributs, des balises ou des tags. Alors, les API JAXP 1.0. Alors, les API, donc on les a vus au niveau de la leçon précédente, ce sont bien sûr des mécanismes qui nous permettaient d'installer la machine virtuelle sur d'autres programmes autres que Java. Et là aussi, pour pouvoir bien sûr, si vous voulez implémenter des applets Java au niveau de l'XML, il va vous falloir bien sûr faire appel à des API. Et alors, c'est ce qu'on va voir maintenant tout de suite. Alors, le package qu'on doit utiliser, donc org.3w.dom, les classes et interfaces DOM. Alors, les classes, on les connaît, les interfaces DOM, c'est ce qu'on appelle les analyseurs. Alors, en principe, pour pouvoir travailler avec du parsing, il faut absolument qu'on ait des analyseurs. On va voir deux types d'analyseurs, l'analyseur DOM et l'analyseur SAX. Alors, ces analyseurs, ils vont analyser le document et bien sûr, ils vont sortir les événements auxquels ils vont appliquer le parse. Alors maintenant, si vous écrivez un programme correctement, vous n'avez pas besoin d'utiliser du parse. Alors, org.xml.sax et org.xml.sax.helpParse, les classes et interfaces SAX. Alors maintenant, tout ce qui va suivre au niveau de cette leçon-là va bien sûr s'appuyer sur l'analyseur DOM et l'analyseur SAX. Alors, vous avez un autre package que vous pouvez utiliser, le javax.xml.parsers, ainsi que le com.san.xml, référence, implémentation, c'est pour le Java
Project X. Et on va expliquer tout de suite ce que c'est que le Java Project X. Alors, le Java Project X, c'est une référence d'implémentation de JAXP. Il fournit les parsers par défaut. Parce qu'en principe, vous avez des parsers par défaut, mais vous avez des parsers qui sont personnalisés, programmables, que vous pouvez bien sûr vous-même préparer. L'arbre des packages comprend le com.san.xml.parser, le com.san.xml.tree et le com.san.xml.util. Alors, toujours au niveau du JAXP version 1.1, le JAXP version 1.1 change de nom. Java API for XML Processing. C'est là où on appelle, bien sûr, c'est l'API de l'XML. Alors, l'API de l'XML, c'est le JAXP. Alors, il faut, si vous entendez parler, par exemple, de l'API pour XML, JAXP. Alors maintenant, vous avez le SAX 2.0 qui est un analyseur et le DOM niveau 2 ainsi que le XSL Pluggability. Alors, SAX et Parser non validant. Alors, en principe, lorsque vous voulez interpréter, par exemple, votre texte ou le compiler, vous faites appel à des analyseurs. Ces analyseurs, ça dépend. Vous avez deux types d'analyseurs. Les analyseurs DOM et les analyseurs SAX. Les analyseurs DOM, ce sont des analyseurs qui prennent en considération tout le document et qui se rappellent bien sûr de tout ce qui se passe au niveau du document. Alors ils cherchent maintenant les choses qui ne sont pas très comprises pour pouvoir leur appliquer un parser. Alors maintenant, le SAX, il est, si vous voulez, un dérivé du DOM, mais ne se rappelle pas de toutes les étapes qu'il a passées. Donc, une fois qu'il trouve, par exemple, quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre, il déclenche, bien sûr, la procédure pour pouvoir appliquer le parser pour cet élément, pour pouvoir l'adapter à des valeurs par défaut. Alors, SAX Overview. Alors, SAX effectue le parsing au fur et à mesure de l'analyse du document. Contrairement au DOM, parce que le DOM document en entier et puis il commence à effectuer le parsing. Alors que le SAX, au fur et à mesure du document, il effectue le parsing. Pendant le parsing, quand on rencontre des éléments spécifiques, on appelle les méthodes respectives. Le développeur doit réaliser ces méthodes de manière correcte. Donc, effectivement, c'est le développeur ou le concepteur qui doit bien sûr réaliser les méthodes de manière correcte pour que le parsing soit fait d'une manière correcte aussi. Alors, un parser SAX ne se rappelle de rien du document au fur et à mesure qu'il le parcourt. C'est tout à fait normal. Parce que la différence qu'il y a maintenant entre l'analyseur DOM et l'analyseur SAX, c'est que l'analyseur DOM, il prend en charge tout le document et après il exécute le parsing. Alors il se rappelle maintenant de toutes les choses qui sont introduites au niveau du document. Alors maintenant que lorsque vous utilisez l'analyseur SAX, il réagit au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il lit par exemple le document et chaque fois qu'il trouve un élément qu'il ne connaît pas, il lance bien sûr le parsing pour pouvoir arranger, mais il ne retient pas les informations qui sont déjà passées. Alors, l'exemple de réalisation, donc il figure au niveau du chapitre 9, et il s'appelle simplesax.java. Alors maintenant, la méthode de programmation avec SAX. Il faut faire d'abord l'instance d'un parser et créer un handler. Alors, un parser, bon, c'est une classe qui existe déjà. Alors, il faut créer maintenant une instance de cette classe-là. Et puis, il faut créer un handler. Passer au parser le document XML et au gestionnaire handler. C'est-à-dire que le document que vous avez XML, vous devez le passer au niveau du parser pour qu'il soit bien sûr contrôlé, bien sûr toujours au niveau de l'analyseur SAX. Et puis, bien sûr, au niveau du gestionnaire handler. À ce moment-là, le parser va invoquer les callbacks de l'handler au fur et à mesure qu'il rencontre les éléments XML. Alors, lorsque vous allez bien sûr présenter un document XML au niveau du parser, alors le parser va invoquer les callbacks.
D'accord, c'est des interruptions qu'il va faire. Les callbacks, ils vont bien sûr pouvoir aider le Sax pour pouvoir bien sûr analyser correctement le document et exécuter du parsec chaque fois qu'il trouve des éléments qui ne sont pas connus. Alors le développeur peut réaliser le nombre de callbacks qu'il estime nécessaire, tous ou une partie. Alors c'est le programmeur qui décide le nombre de callbacks qu'il y a. Tout dépend bien sûr de la taille du document, de ce qu'il y a à l'intérieur. Alors employer des parsers Sax différents cette fois-ci. Alors le JAXP a deux propriétés. Le javax.xml.parsers.saxparsers.factory et le javax.xml.parsers.document.builder.factory, avec lesquels on peut réaliser l'override des factories de défauts. Là aussi, vous pouvez utiliser, bien sûr, des bibliothèques qui contiennent, bien sûr, plusieurs défauts, avoir la possibilité de les exploiter chaque fois que vous en voulez. Alors aussi, peuvent être réglés avec un programme system.setProperty pour faire appel aux propriétés, bien sûr, d'un programme. Ou passer à la Java Virtual Machine avec l'option "-d". Alors, on a vu tout à fait au début du cours de Java comment on compilait un programme en Java. Alors maintenant, vous pouvez compiler ce programme en Java, mais en ajoutant bien sûr un "-d". Alors, le "-d" fait appel à l'analyseur Sax et avec bien sûr le parsing qu'il faut pour pouvoir ajuster votre programme. Alors, java-d javax.xml.parsers.saxparsers.factory est égal à ultra-factory simple sax. Donc, c'est bien sûr l'écriture que vous devez mentionner pour pouvoir implémenter ça au niveau de votre programme. Factory class, Sax Parser Factory, donc il y a des instances. Vous pouvez créer une nouvelle instance. Sax Parser New Sax Parser, c'est pour bien sûr créer une nouvelle instance du Sax Parser. Alors, boolean is name space aware. Donc, c'est la façon de pouvoir déclarer un booléen au niveau du Sax Parser. Boolean is validating. Là aussi, pour la validation du booléen au niveau de l'analyseur Sax, c'est de cette manière-là qu'il faut le saisir. Void set name space aware. Donc, booléen value aussi. Void set validation, boolean value. Donc vous voyez un petit peu les déclarations et comment les déclarations doivent être faites pour pouvoir implémenter l'analyseur Sax avec bien sûr le parsing. Alors, handler base, il réalise 4 interfaces. Le document handler, le DTD handler, c'est ce qu'on appelle le document type définition, error handler, et puis entité resolver. Alors en principe, le Java vous donne la possibilité de faire plusieurs déclarations pour pouvoir en tenir compte au niveau de votre programmation. Alors là, bien sûr, vous pouvez créer par exemple des caractères spéciaux. Alors, les caractères spéciaux, parce que, comme vous devez le connaître et comme vous l'avez déjà essayé au niveau du langage HTML, si par exemple vous voulez utiliser un E accent ou un espace, il ne faut pas le mentionner, il ne faut pas saisir le E accent. Il y a bien sûr un certain nombre de caractères qu'il faut saisir et qui désignent bien sûr ce E accent-là. Alors maintenant, ces caractères-là sont stockés dans une mémoire relative au langage HTML. Alors maintenant, au niveau de l'XML, il vous donne la possibilité de personnaliser ces tableaux-là, en créant bien sûr les DTT handlers, les erreurs handlers, les entités resolvers. Donc c'est là où on définit un petit peu et on paramètre les éléments avec lesquels on va travailler. Alors la classe handler en général hérite de cette dernière, mais pourrait aussi réaliser directement les interfaces. Alors document handler. Alors, quelques déclarations. Vous avez le void set document locator. C'est un locator. Et puis, void start document. D'accord? Throws Sax exceptions. Là, donc, vous vous rappelez les premières leçons au niveau du Java, on avait parlé des exceptions, donc la création des exceptions. Alors là aussi, vous avez la possibilité de créer des exceptions au niveau de l'analyseur Sax ou DOM avec la méthode, bien sûr, de parsing. Void end documents. Throws Sax exception. Void start elements
string name, attribute list ATTS, throws SAX exception. Là, vous avez bien sûr la déclaration pour pouvoir démarrer un document et pouvoir donner fin à ce document-là. Void end element string name throws SAX exception and the void characters, et là vous avez une chaîne de caractères sous forme de tableau, donc char, ch, entre guillemets avec un chiffre à l'intérieur pour mentionner la matrice, int start c'est pour les integers, int length et ainsi de suite. Void characters, alors là aussi c'est la même chose. Void ignorable white space. Là aussi, c'est la déclaration avec les caractères, avec des chaînes de caractères, des entiers, des chiffres, ce que vous voulez. Void error au niveau d'erreur handler. Là, c'est pour la déclaration de vos erreurs. Si vous voulez, bien sûr, paramétrer vos erreurs. Void error, SAX pairs exception, throws SAX exception. Donc, via, si vous voulez, SAX exception. Void fatal error, SAX pairs exception via toujours, ou throws, bien sûr, SAX exception. Toujours au niveau des erreurs handler, void warning, SAX pairs exception throws SAX exception. Donc, vous avez un petit peu une idée sur tous les éléments ainsi que leur déclaration. Alors maintenant, les attributs list, Get length. String get name, string get value, string get value avec string name, alors que tout à fait en haut il y avait le get value mais avec le int a, c'est-à-dire que ici on va utiliser des valeurs entières et ici on va bien sûr voir des chaînes de caractères. Alors les méthodes pairs cette fois-ci, void pairs. On fait appel à la bibliothèque java.io.filef, handler base hb. Sinon, void pairs, input source is handler base. Donc, ce sont les commandes principales pour pouvoir implémenter le parsing. Void pairs aussi, on appelle toujours notre bibliothèque java.io.inputstream is, handler base hb. Void pairs, là aussi on fait appel à la bibliothèque java.lang.string handler base hb. Alors toutes bien sûr ces déclarations là vous allez les voir au niveau du complément de cours ainsi que des exercices correspondant à ce cours là. Chaque méthode soulève aussi bien le SAX exception que l'input-output exception. Et là, c'est très important parce que c'est des méthodes qui vont bien sûr bénéficier de la méthode d'exception qui existe, ainsi que de tous les éléments de l'input-output de Java. Savoir où un événement s'est produit, parce que maintenant lorsque vous avez un problème ou lorsque vous avez un blocage, vous aimeriez savoir où l'élément s'est produit, où il y a eu ce blocage-là. Alors le parser passe un objet locator à chaque fois qu'il appelle un callback, c'est-à-dire que chaque fois qu'il appelle un callback et qu'il trouve un élément qu'il ne connaît pas par exemple et qu'il doit exécuter un parser, le parser passe un objet locator. Donc c'est pour une localisation de là où il est en train de travailler. Alors, le programmeur peut sauver une référence à cet objet locator. Alors maintenant, si vous localisez l'endroit où, bien sûr, s'est arrêtée l'opération, ben vous avez la possibilité d'arranger le problème s'il y a un problème. La méthode à implémenter est setDocumentLocator. Bon, à ce moment-là, si vous voulez bien sûr suivre et définir l'endroit où il y a un problème, il y a une méthode qu'il faut implémenter qui s'appelle setDocumentLocator. Donc, locator. Alors, on va le voir ici pour les locators. La déclaration int getLineNumber. Donc, on comprend bien que nous voulons avoir la ligne ou le numéro de la ligne où il y avait un problème. Int getColonNumber. Alors là, c'est vraiment extraordinaire parce que vous avez une matrice et vous pouvez connaître exactement où il est arrivé au niveau de son analyse. String get public ID and string get system ID. Alors, exemple de réalisation. Cet exemple de réalisation, vous allez le voir aussi au niveau des exercices correspondant, bien sûr, à cette leçon-là. Alors maintenant, on va voir
le DTD, pardon, et le parser sax validant. Alors rappelez-vous que le DTD, c'est le document type définition. Alors les syntaxes de DTD. Le DTD fournit un vocabulaire pour valider les documents XML. Alors vous pouvez le personnaliser ce vocabulaire-là. Les parties d'un DTD, les déclarations document type. Alors doc type book information, déclaration élément du type, et vous allez commencer votre déclaration. Vous allez ouvrir bien sûr des balises qu'il va falloir refermer après. Vous voyez ici que vous avez ouvert des balises title, des balises élément book, élément price et ainsi de suite. Toujours est-il, vous avez la possibilité d'identifier et de paramétrer tout avant de pouvoir commencer votre programmation en langage XML. Alors les attributs et les importances des éléments. Alors là aussi, au niveau de la déclaration, vous avez la possibilité d'insérer ce qu'on appelle des attributs au niveau de chaque balise pour pouvoir bien sûr les formater correctement. Alors, AtList, Price Unit, c'est data. Un exemple. Cardinalité plurale et point d'interrogation. Ce sont des éléments clients que vous pouvez aussi régler. Le parser validance. Pour obtenir un parser validance, sax parser factory, factory est égal, sax parser factory point new instance. Vous devez créer une instance de sax parser factory dont on a parlé tout à l'heure. Alors maintenant, factory.set validating, c'est pour la validation. Alors, la factory doit être en mesure de construire le parser validance. Alors maintenant, si vous utilisez bien sûr ces deux écritures-là, vous créez une instance et vous validez, automatiquement, le résultat sera bien sûr la construction d'un parser validance. Alors là aussi, il y a un autre exemple de réalisation que vous pouvez voir, consulter au niveau des exercices correspondant à cette leçon-là. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetU.